Bonjour. Dans les premières vidéos de cette série consacrée à un colloque qui s'est tenu à la Sorbonne les 7 et 8 janvier, après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture, je me serais beaucoup intéressé aux deux discours officiels qui encadrent, qui donnent leur cadre institutionnel à ce colloque. L'ouverture du ministre Blanquer et la clôture du président de l'HCRS, le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ils sont très significatifs, très importants pour les organisateurs eux-mêmes. Quand ils accueillent M. Coulon, ils disent « Vous êtes ici chez vous ». Alors vous êtes ici chez vous dans l'université, mais aussi dans cette salle, dans ce colloque. Et nous sommes contents de vous avoir à nos côtés. Ce cadre institutionnel, c'est le même qui fait qu'on voit ces organisateurs courir après une forme de légitimité en louant une salle à la Sorbonne, en donnant des titres académiques un peu farfelus à leurs intervenants, des titres qui ne correspondent pas au parcours de ces intervenants. Bon. Maintenant, il faut parler du contenu académique. Et on va commencer par le titre et l'argument du colloque. Et je vais prendre comme fil directeur une exigence académique que formule très bien M. Coulon, c'est-à-dire que dans un débat universitaire, il faut se fonder sur, dit-il, des faits et des arguments. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'on ne peut pas distinguer vraiment les faits et les arguments, que les faits s'interprètent et que les interprétations elles-mêmes n'ont pas véritablement de loi, qu'il n'y a pas de faits bruts. Bon. En même temps, il faut aussi dire que les faits résistent à l'argumentation, que la réalité, c'est aussi ce qui vient éprouver et démentir les constructions théoriques. Les faits, en effet, ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas non plus refaire. Et quant aux arguments, eh bien, il y a des lois de l'argumentation, mais il y a surtout une loi de l'argumentation, la loi des lois, qui est de viser la justice, la justesse et la justice. Justesse des propos et justice envers l'autre et les autres. Alors, ici, les faits sont à considérer à un double niveau. Les premiers faits à considérer, dans la mesure où ce colloque porte sur la déconstruction, la pensée décoloniale ou la pensée woke, il s'agit de voir ce qu'ils sont en fait et de savoir si l'argumentation du colloque tient compte de ce qu'ils sont en fait. Et puis le deuxième niveau, c'est celui des faits dont parle la déconstruction, la pensée décoloniale ou la pensée woke. Alors revenons sur le titre de ce colloque. Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture. En fait, c'est difficile de concentrer en si peu de mots une double aberration qui touche à la fois aux faits et à l'argumentation. Double aberration parce qu'il n'y a pas d'avant et d'après la déconstruction, si on considère ce qu'est en fait la déconstruction. Et puis aussi parce que, c'est pas trop grave s'il n'y a pas d'avant et d'après, puisqu'en fait, la déconstruction n'est pas une démolition et ne demande pas de reconstruction. Alors le titre a quelque chose à voir aussi avec l'image qui est choisie pour le colloque et sur laquelle je reviendrai, cette image d'un chantier de démolition. Alors, il n'y a pas d'avant et d'après la déconstruction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle porte sur des faits, à savoir qu'il y a des textes. Les textes, ce sont des artefacts. Et dans artefact, il faut entendre quelque chose d'artificiel, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre du factum. Un texte, ça se voit, ça existe, ça se lit, et quand on le lit, on est obligé de respecter, mot à mot, ce qui se lit. Alors qu'est-ce qui se passe toujours à l'intérieur d'un texte, et cela quelle que soit son époque ? C'est qu'en fait, il va essayer d'établir des oppositions, d'éclairer certaines valeurs, certains fondements, de donner certains repères. Mais en fait, pour peu que le texte se continue, de manière inévitable,
il remettra lui-même en cause, ou plutôt il désinstallera en même temps qu'il installe ses repères, les oppositions qu'il met en place, etc. Et pour donner un exemple qui vient plus qu'un exemple, hein, ce qu'il y a d'étrange avec les textes écrits, hein, c'est que l'écrit correspond à la parole, mais que tous les textes, au moins tous ceux de la tradition occidentale, et peut-être aussi tous les textes du monde, tous les textes, alors même qu'ils sont écrits, en fait, cherchent avant tout à établir une sorte de privilège de la parole. Comme si justement, il y avait la parole avant, et puis l'écriture après. Et ce que montre Derrida, c'est que ce privilège de la parole, affirmé de manière contradictoire par l'écriture, parce que l'écriture ne cesse d'affirmer que la parole vaut mieux qu'elle, ce privilège de la parole est dû au fait qu'au moment où l'on parle, en même temps, on s'écoute inévitablement. Donc il y a une sorte de présence pleine à soi, de cohérence avec soi, qui s'impose comme une sorte d'effet de toute parole. Alors que dans l'écrit, justement, ce que l'on écrit se sépare de nous. C'est difficile d'écrire, parce que dès que l'on écrit, ce que l'on écrit échappe à ce que l'on voulait dire. On sent que le langage a ses propres lois, qu'il nous dépossède de nous-mêmes. Et d'ailleurs, cet écrit va durer plus que nous. Finalement, il est assez indifférent à la présence et à l'absence de son auteur, ou même à sa vie et à sa mort. Alors, moi-même, je me trouverais dans une situation un petit peu contradictoire, puisque au lieu d'écrire, je parle. Mais ce que montre Derrida, c'est qu'il n'y a pas la parole avant et l'écriture après aussi bien. C'est-à-dire que ces phénomènes qui sont des faits dans ces artefacts que sont les textes, eh bien en fait, habitent aussi en permanence la parole. Les repères que l'on pose, les valeurs que l'on défend, quelquefois celles que l'on veut imposer aussi, hein, eh bien en fait sont mises à mal avant tout par la manière de les défendre et de les argumenter. Alors ça ne veut pas dire que tout s'écroule, évidemment, hein, le texte tient factuellement, il est là, il a sa cohérence, il a toujours sa cohérence, il tient, mais en même temps lui-même remet en cause sa propre tenue. Alors évidemment, on pourrait dire, bon, ça c'est Derrida qui le dit sur les textes, et puis ça va être les partisans de Derrida, que c'est un groupe militant, etc., etc. Mais ce que ne cesse de dire Derrida également, c'est qu'on ne peut pas s'attribuer la déconstruction, que lui-même n'en est pas l'auteur, parce que les textes se déconstruisent tout seuls, et l'ont toujours fait, l'ont toujours avoué aussi, l'ont toujours dit, hein. Le plus bel exemple, c'est ce dialogue qui est le Phèdre de Platon, où Platon fait parler Socrate, mais en même temps il écrit ce que dit Socrate. Il le fait parler, et là ce que Socrate dit, c'est que justement il ne faut pas écrire. Il ne faut pas écrire, que l'écriture c'est justement ce qui quitte son auteur, ce que l'auteur ne pourra plus ensuite défendre, hein, et que donc il faut en rester à la parole, ce qui est aussi une lignée très, très habituelle de tous les fondateurs de sagesse, hein, de tous les grands sages. Ils parlent et ils n'écrivent pas. Mais ça, Platon l'écrit. Donc Platon écrit qu'il ne faut pas écrire, mais simplement parler. Voilà. Là, ici, on a simplement une relation de déconstruction entre la parole et l'écriture, et c'est un fait. Et je suis désolé, on peut tourner autour, mais il est absolument indéniable. Et ce texte, c'est un texte de l'Antiquité, donc on ne peut pas dire que la déconstruction est même un fait de la modernité. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça voudrait dire qu'on est dominé par le langage? Est-ce que ce serait un rapport de pouvoir où finalement on ne peut pas dire, on ne peut pas écrire ce qu'on veut parce que le langage nous aurait déjà dépossédés de nous-mêmes? Il y a quelque chose de cela, il y a cette forme de dépossession. Mais est-ce que cette dépossession est une domination?
D'un côté, en effet, on est dépossédé par force, par la loi, par les lois, et sans doute par toutes les lois, mais en même temps, cette dépossession, elle est essentielle pour accéder à ce qui s'appelle justice, hein, et dont Derrida fait l'indéconstructible par excellence. Voilà, quand on parle, on essaie d'être juste, normalement, quand on écrit, on essaie d'être juste, et c'est en raison même de cette volonté de justice que le texte ou la parole se déconstruisent et qu'elle nous échappe. Et cette justice, c'est pas la force. Voilà. Donc il y a deux choses qui nous dépossèdent en même temps, la force et la justice. La force et la justice, et la force et la loi, ont eux-mêmes une relation très déstabilisante. Il n'y a pas de loi sans que cette loi aussi use de la force. Mais réciproquement, il ne devrait pas avoir de force qui ne vise pas la justice, et une justice absolument dégagée de la force. Alors quand on présente un colloque en disant que ce qu'en de commun déconstruction, pensée décoloniale, pensée woke, c'est finalement ils sont obsédés par la domination, déjà on voit à propos de la déconstruction qu'elle est obsédée. Si elle a une obsession, c'est celle de cette justice qui serait entièrement dégagée de la force, entièrement dégagée de la domination. Alors le problème, c'est que cette force que l'on trouve dans l'écriture et dans la parole, elle se renforce dans des institutions. Et c'est ça, les institutions ne sont rien d'autre que l'institution de texte et de parole. Elles ont elles-mêmes leur propre texte, elles sont soumises à des lois et elles ont un texte de fondation. Et les institutions donc donnent une force supplémentaire à des paroles et à de l'écriture. Et l'écriture est déjà de l'ordre de l'institution. Mais l'institution justement repose tellement sur son écriture et sur son moment de fondation, moment de fondation qui est toujours de l'ordre de la décision, qui est donc jamais entièrement et véritablement fondée, et bien en fait l'institution repose tellement sur cela qu'elle aussi se déconstruit. Elle se déconstruit en particulier dans sa relation constante à ces deux pôles qui sont à la fois incompatibles et indissociables, que sont la force et la loi. Et c'est pourquoi ce qui s'applique au texte s'applique aussi aux institutions. C'est pourquoi Derrida peut dire « Ce qu'on appelle la déconstruction obéit indéniablement à une exigence analytique, à la fois critique et analytique. Il s'agit toujours de défaire, désédimenter, décomposer, déconstituer des sédiments, des artefacta, des présuppositions, des institutions. » Alors, on voit le nombre de termes ici qui viennent d'ailleurs se remplacer, à la fois se rajouter et remplacer le terme de déconstruction, auquel Derrida ne tient pas du tout, ne tient pas en fait, défaire, désédimenter, décomposer, déconstituer, etc., etc. Alors on pourrait se dire que ça, appliqué à des institutions, donc aussi le droit, à l'État, etc., on pourrait dire que c'est très dangereux, que ça va détruire toutes les valeurs, ça va détruire tous les repères, que c'est contraire à la Révolution, que c'est contraire aux Lumières, qui elles construisaient quelque chose, visaient des institutions justes, etc., etc. Mais viser des institutions justes, c'est aussi toujours être capable de déconstituer ce qu'elles imposeraient d'une manière absolument injuste. Et alors, Derrida anti-lumière, parce que c'est Blanquer qui disait que la déconstruction était une ennemie des Lumières. Derrida anti-lumière, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut décomposer, déconstituer les présuppositions et les institutions. Je recite cette phrase de Diderot. « J'en appelle à toutes les institutions politiques, civiles et religieuses. Examinez-les profondément. Méfiez-vous de celui qui veut mettre de l'ordre. » C'est la même chose. C'est ni plus ni moins que l'examen libre et exigeant que les citoyens eux-mêmes doivent exercer envers leurs institutions, ou encore doivent à leurs institutions, pour qu'elles puissent encore garder une chance d'être justes. J'en viens au deuxième point. C'est une aberration, c'est un contresens courant, dû aussi à une sorte de fausse intuition, de fausse connaissance des termes en fait,
qui fait penser que la déconstruction est une forme de destruction qui exige que l'on reconstruise ensuite les sciences et la culture. Voilà, si l'on parle de Derrida, qui lui-même ne cesse d'expliquer que déconstruction, c'est pas destruction, peut-être qu'il faut tenir compte de ces arguments. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on démolit un texte? On le démolit en fait quand on ne le lit pas, quand on l'efface, en lui faisant dire autre chose que ce qu'il dit. Il y a aussi d'autres manières de démolir, hein. Par exemple brûler, en effet détruire des textes. Les textes ne sont pas indestructibles. En revanche, la déconstruction entame le texte, mais c'est le texte qui s'entame tout seul, ça se joue à l'intérieur du texte, ça fait partie de sa structure. Le texte aussi tient avec elle, et d'une certaine manière grâce à elle, puisque c'est en déstabilisant ses propres présupposés que finalement il montre son exigence de vérité. Donc la déconstruction n'a jamais rien démoli, et en quelque sorte elle n'en a pas la force, elle n'a pas de puissance de destruction. Alors de ce point de vue-là, non seulement le titre du colloque comme une erreur fondamentale qui va se continuer tout le long, hein, jusqu'à la conclusion de monsieur le président de la CRS, qui nous dit finalement il faut cesser de déconstruire pour abattre, il faut construire autrement. Voilà, on retombe sur la même dichotomie banale, et on est un peu déçu que quelqu'un qui représente l'évaluation de la recherche en France n'ait pas un tout petit peu regardé de quoi il s'agissait quand il employait ce mot de déconstruction. Ne soit pas un tout petit peu intéressé à la précision de ce concept, à ce qu'il voulait dire. Il ne soit pas simplement retombé dans un contresens du on-dit, en fait, voilà, qui est rien d'autre que cela, de la non-vérification, de la non-argumentation et du non-retour aux faits. Donc, il y a le titre de ce colloque, il y a tout ce qui s'y dit, et puis il y a l'image qui est choisie, et qui de ce colloque qui est en fait l'image d'un chantier de démolition. C'est-à-dire que même l'image, dans sa puissance d'image, fait contresens, fait immédiatement contresens. Pour m'amuser, hein, d'une manière ironique, j'ai choisi comme image pour cette série le contraire, c'est-à-dire une architecture, et même celle d'un musée. Alors, ironiquement, c'est un musée de la guerre, mais c'est un musée militaire anglais, qui est aussi construit en l'honneur de la résistance anglaise au nazisme, et c'est une architecture de Libeskind qui avait un échange constant avec les textes de Derrida. C'est une architecture qu'on peut même dire déconstructionniste. C'est pas un chantier de démolition. L'architecte, puisqu'il paraît que la déconstruction, c'est un petit peu la même chose que la décapitation de Samuel Paty ou que l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, c'est ce que nous disait Blanquer, cet architecte déconstructionniste est celui qui a reconstruit le World Trade Center après son attaque par Al-Qaïda.